Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, merci à l'Université de Nîmes, merci au CEA de nous donner l'occasion de parler de non-prolifération, parce que finalement, on se rend compte que c'est assez rare en français. Nous avons l'habitude de nous retrouver dans des colloques étrangers. Et là, vraiment, je remercie les uns les autres de nous donner cette opportunité d'échanger en français sur ces sujets qui, entre nous, donnent lieu à des controverses byzantines, mais qu'on va essayer d'expliciter là, et qui sont au cœur d'un débat franco-français finalement assez rare. Laura Jäger m'a demandé de plancher sur les systèmes de garantie de l'AIEA et d'Euratom. On peut être considéré un peu comme un sujet de cours. En réalité, comme toutes ces questions qui sont liées à la non-prolifération au désarmement, c'est une question stratégique qui est un peu noyée dans le droit nucléaire et dans le droit international. C'est-à-dire qu'avoir une lecture juridique des instruments conventionnels de non-prolifération est absolument nécessaire et tout à fait insuffisant. Parce que si l'on prend le TNP, qui je crois avec ses 11 articles est l'un des traités les plus courts en sécurité internationale, avoir une lecture juridique du TNP ne sert pas à grand-chose. En réalité, c'est un traité dont il faut avoir une lecture stratégique. Et il faut décortiquer derrière les articles quels sont les intérêts des États parties, des négociateurs, du législateur, et déceler en quoi tous ces instruments révèlent en réalité un état, des rapports de puissance entre États à un moment donné. S'agissant des systèmes de garantie de l'AIEA et d'Euratom, on pourrait avoir l'impression au début que le sujet nous extrait un petit peu de ces péripéties, de ces stratégiques, de ces controverses stratégiques, ou même de cette signification stratégique qu'on peut donner au mécanisme en place. En réalité, il n'en est rien, et même si les systèmes de garantie de l'AIEA et d'Euratom, l'AIEA en particulier, et puis son prolongement régional qu'est Euratom fonctionne extrêmement bien, il faut là aussi en avoir une lecture stratégique et une lecture politique. Quel est le sujet pour moi? Les systèmes de garantie. Système de garantie, c'est l'autre nom, le nom technique de la non-prolifération de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on confie à un organe supranational, quel qu'il soit, des États confient à un organe supranational la charge de vérifier que les États qui font partie de cet organe supranational dont ils sont partis ne détournent pas l'énergie nucléaire à des fins militaires. Donc la non-prolifération, c'est ça. Et ça ne fonctionne que si ça peut être vérifié. Et par conséquent, le système des garanties opéré par un opérateur supranational, c'est ça, c'est la vérification de la non-prolifération, engagement pris par des États, notamment en signant et en ratifiant le TNP. Donc je vais rentrer maintenant dans le sujet. Pour moi, le système des garanties de l'AIEA et d'Euratom, c'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est le sujet et l'enjeu, c'est le développement des usages pacifiques de l'énergie nucléaire dans des conditions de sécurité et de sûreté optimales, en prenant le terme de sécurité et sûreté dans un sens le plus générique possible et non pas au sens de l'AIEA. Ça, on en parlera cet après-midi dans le panel sur la sécurité nucléaire. Petit retour dans les années 50 rapide. Que ce soit l'AIEA ou Euratom, l'enjeu à l'époque est de lutter contre déficit généralisé en énergie traditionnelle, et un certain nombre d'États voient dans le nucléaire un moyen d'atteindre l'indépendance énergétique. Il s'agit, avec Euratom, de diminuer les coûts d'investissement et d'assurer la sécurité des approvisionnements. Mais en même temps, dans les années 50, et singulièrement à la fin des années 50, la question de la prolifération de l'arme nucléaire commence de se poser aux États, aux services de renseignement et au gouvernement des grands États nucléaires. Les États, un certain nombre d'États européens pour Euratom, et puis de manière universelle pour l'AIEA, en se regroupant dans des organisations supranationales, cherchent également à prévenir le détournement de l'énergie nucléaire à des fins militaires. Et c'est dans ce double contexte que naissent en 1957-58
l'AIEA d'un côté, la Communauté européenne de l'énergie atomique ou Euratom, donc en 1957-1958, pardon. 10 ans plus tard, et après quasiment 10 ans de négociations bilatérales puis multilatérales, quand est signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, en 1968, qui rentrera en vigueur 2 ans plus tard, il vient donc intégrer 2 instruments préexistants, l'AIEA, le département des garanties de l'AIEA, et Euratom, qui demeurent ce qu'ils sont originellement, c'est-à-dire des outils de promotion de l'énergie nucléaire dans le monde. Donc on a là, avec Euratom TNP, AIEA TNP ou une espèce de triptyque AIEA Euratom TNP, un mécanisme qui est essentiellement binaire. Il est là pour satisfaire le développement des usages pacifiques, c'est l'article 4 du TNP, et satisfaire aux engagements de non-prolifération via la mise en œuvre d'un système de garantie, c'est l'article 3 du TNP. Et c'est ce mécanisme qui est fondateur de la non-prolifération. Alors que s'y substitue, après l'entrée en vigueur du TNP, au cours des années 70 et depuis les années 70, un lien politico-diplomatique entre les engagements de non-prolifération des États parties au TNP et l'objectif de désarmement général et complet qui figure à l'article 6 du traité. Ce qu'on appelle depuis le linkage, le lien entre non-prolifération et désarmement, n'a cessé de s'affermir depuis, et dès la première conférence d'examen du TNP en 1975, en produisant une dynamique qui a relégué à l'arrière-plan l'enjeu des usages pacifiques et le lien entre système de garantie, non-prolifération et développement des usages pacifiques selon la volonté du législateur dans l'article 4 du TNP. Alors, l'AIEA et Euratom, pour rentrer un petit peu dans le détail, ce sont 2 systèmes qui se complètent totalement. L'article 2 du statut de l'AIEA dispose, je le cite parce que c'est vraiment le cœur, que, je cite, « l'agence a pour mission de s'assurer dans la mesure de ses moyens que l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de manière à servir à des fins militaires ». Voilà, fin de citation, on est au cœur. Et parallèlement, au titre du chapitre 7 du traité Euratom, la Commission européenne doit s'assurer sur le territoire des États membres, naturellement, je cite à nouveau, que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner. Fin de citation. Donc, ce double système a été intégré par l'article 3 du TNP en 1968, selon lequel les garanties de l'AIEA doivent être appliquées dans tous les États non dotés d'armes nucléaires partis au traité, et que pour ce faire, les États peuvent prendre peuvent conclure des accords de garantie généralisés avec l'AIEA individuellement ou avec d'autres États. Et cette dernière disposition a été précisément proposée par les États membres de la Communauté européenne, qui étaient soucieux à l'époque de conserver leur système de garantie fondé 12 ans plus tôt sur le traité Euratom. Et les 7 États dotés membres d'Euratom concluent en 1973 un accord avec l'AIEA pour l'application des garanties dans le cadre du TNP, suivent les 2 États dotés d'Europe occidentale que sont Royaume-Uni en 1976 puis France, alors même que la France n'est pas encore partie au TNP, mais entend en respecter l'esprit. Et depuis lors, le système européen de garantie est donc hybride, tripartite, États membres, Commission, AIEA. Il est destiné à l'efficacité, à l'économie de moyens, à l'indépendance à l'égard des États. Donc on est dans un système qui fonctionne, un système où les 2 mécanismes se complètent et qui ne pose pas, je dirais, de problème politique réel, dans la mesure en particulier où la question de la non-prolifération sur le territoire des États européens ne se pose plus, alors qu'elle a pu se poser naturellement avec l'Allemagne en particulier, avec la Suède, avec d'autres États dans les années 60 puis dans les années 70. Alors,
Le système des garanties de l'AIEA, c'est un système qui est extrêmement évolutif depuis son entrée en vigueur. Dans ce cadre de coopération, ce système s'est renforcé au fil des années en essayant de s'adapter, avec un temps de retard naturellement, aux vicissitudes du contexte stratégique. Génériquement, le système créé a reposé, et repose toujours, sur la comptabilité des matières nucléaires et la vérification des déclarations des États sur leur stock. Là, on est vraiment sur le cœur technique de la non-prolifération nucléaire. Et c'est déjà dans les années 70 et 1980, par tous les États membres du Conseil gouverneur de l'AIEA, considéré comme extrêmement intrusif. Extrêmement intrusif. Et donc, on n'a pas pu tellement aller plus loin à l'époque. Mais que se passe-t-il? C'est qu'on découvre, au début des années 90 en Irak, ce qu'on découvre du programme nucléaire clandestin prouve que le système est sacrément incomplet, même si on a pu croire qu'il fonctionnait. Alors on se rend compte qu'il a diffusé un sentiment de fausse sécurité, puisqu'il ne permet de vérifier que ce qui est déclaré. Et c'est bien ce qu'on a reproché à l'époque à Saddam Hussein. En réponse, qu'est-ce qui est préparé? Ce qu'on a appelé ensuite un protocole additionnel aux accords de garantie de l'AIEA, qui conclut donc entre l'agence et un État. Il est établi, il met du temps d'ailleurs à s'établir, après une négociation entre États âpre, et il est proposé, mais de manière non pas obligatoire, mais volontaire aux États partis à l'AIEA, à partir de 1997. Alors c'est un système, le protocole additionnel, qui rend le système des garanties beaucoup plus intrusif pour les États qui l'adoptent. Quelques exemples rapides, puisqu'il me reste 3-4 minutes. Les États doivent faire une déclaration élargie. Les États qui adoptent le protocole additionnel aux accords de garantie généralisés qu'ils ont passés avec l'agence. Les droits d'accès aux inspecteurs sont plus étendus. Les techniques de vérification sont plus avancées. La désignation des inspecteurs est simplifiée. Il leur est délivré, par exemple, des visas de longue durée, ce qui est vraiment était la technique classique pour empêcher ou pour retarder, perturber les inspections. Etc., etc. Tous les États, sauf erreur de ma part, ont adopté des protocoles additionnels à leurs accords de garantie. Cela étant, le protocole additionnel n'est pas encore universel. Je pense qu'on doit être à peu près à 120, 125 signatures ou un truc comme ça, ou ratification un petit peu moins. Il est en passe de l'être. Ce qu'on appelle les garanties intégrées et la combinaison des garanties généralisées et d'un protocole additionnel. Pour les pays de l'Union européenne, ça vaut normes et standards universels de vérification et de garantie, le régime intégré, mais ce n'est toujours pas l'objet d'un accord entre États partis au TNP dans le cadre de ces conférences d'examen, mais on peut dire que la norme va vers cette conception de garantie intégrée et qu'un jour ce le sera sans doute. C'est l'objet de marchandage politique, si vous voulez, dans le cadre des conférences d'examen du TNP. Alors maintenant, on peut se poser la question, en conclusion, du modèle qu'offre le Euratom en particulier, et Euratom dans ses liens avec l'AIEA, pour le reste du monde en matière de non-prolifération. Je passe assez vite sur les vertus d'Euratom à l'intérieur de l'Union européenne, encore une fois, parce que la question de la non-prolifération à l'intérieur de l'Union, aujourd'hui, ne se pose plus. En revanche, à l'extérieur, ça constitue un modèle de prolifération. Et en particulier, c'est un modèle de non-prolifération pour les États du Moyen-Orient. Dans le cadre du projet qui, peut-être, Inch'Allah, aboutira un jour, de zones exemptes d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, parce qu'ils voient là qu'il y a un système régional qui fonctionne, et ils en sont curieux. Sauf que la zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient ne fonctionne pas précisément parce qu'il n'y a pas au préalable une confiance qui permet même d'établir un agenda de négociation, ce pourquoi en 2012 il n'y a pas pu y avoir de conférence d'Helsinki sur ce sujet. Mais alors justement, quels sont les enseignements du système de garantie tel qu'intégré par l'AIEA et Euratom? Premier enseignement, c'est qu'un tel système a mis du temps à se mettre en place. Il nécessite la bonne volonté de tous les États qui y concourent, il nécessite de l'expérience et il nécessite une pratique commune d'inspection, en l'occurrence entre les inspecteurs de l'AIEA et les inspecteurs de la Commission. Il s'agit en tant que tel d'un facteur d'intégration régionale. Et cet facteur d'intégration régionale dépasse assez largement, avec le succès naturellement,
le cadre technique qui lui est générique. L'autorité de ce système est intrinsèquement dépendante de son indépendance à l'égard des intérêts étatiques et des intérêts industriels. Et ça, c'est absolument fondamental. La force du système de garantie d'Euratom intégré à l'AIEA, c'est l'indépendance de la Commission européenne comme instance de contrôle. Et donc, Euratom, le système d'Euratom, ne pourra servir de modèle que s'il existe un réel transfert de compétences et de souveraineté entre des États qui l'ont choisi au préalable, au profit d'une autorité supranationale dans une région donnée. Et avec ça, je crois que je peux en terminer. Dans ces conditions, le système a évidemment une pertinence à l'avenir dans d'autres régions du monde. Plus largement, pour finir juste sur ce mot, sachez que la Commission européenne, via le Centre commun de recherche, se rapproche de l'AIEA en cela que les deux organisations sont dans la promotion depuis quelques années d'une approche des safeguards, donc des garanties dites holistiques, où c'est l'approche des 3 S, safeguards, safety, security. Ça veut dire que on ne s'intéresse plus de manière compartimentée aux garanties de non-prolifération, à la sûreté face aux risques environnementaux, à la sécurité face aux risques malveillants intentionnels, mais on essaie de promouvoir le développement de l'énergie nucléaire, en particulier dans les pays hors OCDE, puisque c'est, selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie, ce développement va être avéré au XXIe siècle. L'idée est que ce développement se fasse dans des conditions de sécurité optimales, et ces conditions de sécurité optimales intègrent les garanties, donc la non-prolifération, la sûreté et la sécurité. C'est ce qu'on appelle l'approche holistique, l'approche d'ensemble, où la non-prolifération cesse d'être prise isolément des autres sujets, et par conséquent, ce faisant, l'idée, bien sûr, est d'essayer de dépolitiser un petit peu l'enjeu de non-prolifération, qui reste, pour des raisons politiques et pour des raisons idéologiques, extrêmement dépendant de l'enjeu de désarmement, dans le strict cadre des conférences d'examen du TNP, et qui se couple est de plus en plus déconnecté, selon mon analyse, des réalités stratégiques contemporaines. Merci beaucoup. Merci, vous avez presque tenu le temps qui vous était imparti. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance à monsieur haute couverture? Moi j'en ai une. Oui, à vous d'abord. Monsieur. Plutôt mademoiselle. Oui, madame. Bonjour, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Myriam Janin, Université de Nîmes et maître de conférence en géochimie, donc pas du tout juriste. Alors ma question va peut-être paraître pas pertinente et j'ai sûrement pas une vision très globale de tout ça, mais je me pose la question de l'hypocrisie quelque part du système. Puisque vous avez bien dit que les systèmes de garantie de l'AIEA et d'Euratom étaient intégrés dans le TNP. Or, tous les États n'ont pas signé ce TNP, sauf erreur de ma part, et même ceux qui l'ont signé ne le respectent pas. Pas forcément. De plus, ces systèmes de contrôle sont basés d'accord sur la déclaration des matières, donc on déclare un peu ce qu'on veut. S'en est suivi un protocole additionnel, mais la ratification de ce protocole additionnel, elle est basée sur le volontariat. Donc, je me pose la question, moi, de la pertinence de ces outils juridiques, et notamment de leur intégration dans le TNP. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de les intégrer à quelque chose de plus global, type l'ONU, ou d'avoir des outils peut-être plus de contrôle, peut-être plus techniques, ou des sanctions peut-être plus contraignantes? Parce que là, on reste toujours sur la bonne volonté géopolitique des États. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens, c'est une question ouverte, j'ai absolument pas la réponse, mais voilà, je me pose cette question. C'est une question excessivement pertinente. Premièrement, vous avez entièrement raison. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que une organisation internationale comme le département des garanties de l'AIEA ne peut faire que ce pourquoi elle est mandatée par ses États membres dans le cadre du Conseil des gouverneurs. Et donc ce qu'on voit depuis 40 ans, c'est une évolution du système de non-prolifération, donc du système de garantie, qui va vers une efficacité accrue. Efficacité accrue qui en général est réactive
à un événement de sécurité internationale qui bouleverse un ordre. Irak, par exemple, Corée du Nord, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, on peut progresser. On peut progresser dans quel cadre? Dans un cadre qui est quasiment universel, qui est celui des conseils de gouverneurs de l'AIEA, qui est un cadre éminemment politique. Et donc, on ne peut faire que ce qu'on peut faire dans ce cadre, si vous voulez. Donc, là, vous posez la question plus globale, et qui est encore une fois, qui est excellente, du renforcement du régime de non-prolifération nucléaire mondiale. Dans le cadre du système de garantie, on ne peut faire que ce qu'on peut faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système de garantie, effectivement, il est plus intrusif. La norme universelle est encore celle des garanties généralisées et non pas des garanties intégrées, mais on y va. C'est-à-dire que peu à peu, on y vient, si vous voulez. Les réticences des positions un peu anciennes qui devraient être mises à jour d'un certain nombre d'États, dans des groupes d'États, hein, les non-alignés, la Ligue des États arabes, etc., qui défendent des positions qui sont peut-être un petit peu anachroniques aujourd'hui, sont peu à peu mises à mal par la réalité. La réalité sur le terrain, c'est que de plus en plus d'États, une majorité d'entre eux, se rendent compte que améliorer le système des garanties, c'est une garantie de sécurité pour tous. Donc, effectivement, c'est chaotique, effectivement, c'est lent, effectivement, c'est un peu frustrant, mais ne parlons pas d'hypocrisie. Les diplomates font ce qu'ils peuvent sur ce sujet. En revanche, ce qu'il se passe, c'est qu'autour de ce système de garantie fonctionnent un certain nombre d'instruments qui sont venus et qui continuent de venir renforcer le système mondial de non-prolifération de l'extérieur. C'est l'implication du Conseil de sécurité depuis la déclaration présidentielle de janvier 1992, grâce à laquelle nous avons en particulier la résolution 1540 qui est votée en avril 2004, qui est quand même aujourd'hui un outil considérable qui fait partie en plein du régime de non-prolifération, qui n'existait pas avant. C'est les résolutions de sanctions contre la Corée du Nord, c'était les résolutions de sanctions contre l'Iran, c'est des instruments de contre-prolifération qui sont de plus en plus intégrés. Hein. La Proliferation Security Initiative, l'initiative de sécurité contre la prolifération, est aujourd'hui, alors qu'au départ c'était juste un système, un mécanisme bilatéral qui n'avait pas vocation, américain, qui n'avait pas vocation à être intégré, s'intègre de plus en plus et prend de plus en plus d'États en compte. Et là, on parle vraiment d'arraisonnement de navires en haute mer. Hein. Donc, on est vraiment dans la lutte contre la prolifération. Donc, je dirais plutôt que le système se renforce de l'extérieur avec des États et des coalitions of the willings, hein, vraiment, qui cherchent à passer outre les blocages politiques qui sont malheureusement intrinsèquement attachés aux organes dans lesquels se négocient les grands mécanismes dont nous avons parlé, que ce soit à l'Assemblée générale, que ce soit au Conseil, à la conférence du désarmement, ou que ce soit à l'Assemblée générale de l'AIEA. Donc, vous mentionnez un point qui est très réel et pour lequel il faut être tenace, patient et volontaire. Cela étant, il y a juste un point en plus, c'est qu'il faut remettre dans le sujet, peut-être Jean-Marie en parlera tout à l'heure, il faut remettre dans le sujet la question du désarmement. Et le fait que les progrès de désarmement soient perçus comme insuffisants par un certain nombre d'États est évidemment un élément de blocage très important du système de renforcement des garanties de l'AIEA. Merci. N'oubliez pas, madame, un arrière-plan aussi de votre question. Il y a le fait que les sujets du droit international à l'heure actuelle sont les États. Et qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale et que nous ne la voyons pas arriver avant un certain nombre d'années.